tous. C'est très chouette, effectivement, Bonjour. Sandrine, de voir cette salle très pleine. C'est magnifique. Jeanne, Hugo, merci d'être avec nous. Effectivement, c'est un festival qui parle des nouvelles générations, ce que ce sera peut-être le cinéma de demain, mais qui parle aussi de transmission. Et donc, moi, je suis très content d'être avec vous tous les deux, parce que vous êtes plus complètement de la jeune génération, et vous avez marqué de votre empreinte, tous les deux, à votre manière, le cinéma. Là, maintenant, ça y est, vous êtes arrivés au moment où vous êtes dans le cinéma. Jeanne, j'ai vraiment l'impression que c'est le début d'une œuvre, que vous êtes, vous voyez, ça sera mieux, que vous êtes en train d'inscrire dans le cinéma français. 3 films de Jeanne Herry, Elle l'adore, Pupille, et ensuite, Je verrai toujours vos visages, voilà, qui est sorti. Un titre difficile Un à titre retenir. difficile à retenir. Il faut effectivement à chaque fois faire un petit effort. Mais qui est un très beau film, et qui a un très beau succès en salle aussi. Parce que ce qui est très fort, Jeanne Herry, c'est que dès le début, comme vous voyez, les gens sont venus dans les salles voir vos films, et ça monte comme ça de film en film, avec des sujets qui sont en plus ambitieux. Donc voilà. Et donc à vos côtés, un producteur qui a un peu grandi aussi avec vous, mais qui a aussi grandi avec beaucoup d'autres, qui a connu des énormes succès comme le Grand Bain aux côtés d'Alain Attal, avec Novembre, avec des films comme Bac Nord, voilà, Le Chant du Loup, un film ambitieux sur des sous-marins, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était extraordinaire, et qui là aussi, il y a chez ce producteur une ambition à la fois artistique et cinématographique de faire un grand cinéma populaire. Enfin, si je dis ça, je me trompe peut-être, hein, mais qui est une véritable aussi réussite. Donc c'est vrai qu'on est avec 2 personnes qui montrent qu'ils arrivent à marquer à la fois de leur empreinte personnelle, singulière, avec un cinéma très singulier, l'un et l'autre, et aussi à s'adresser au plus grand nombre. Donc je trouve ça assez extra. Donc je suis content que vous soyez là. Alors, sur le principe de notre rencontre, évidemment, c'est vous qui devez poser les questions, surtout. Il y a un micro qui doit être quelque part là dans la salle, qu'on va pouvoir vous passer. Alors je ne sais pas où il est, j'espère qu'il y en a un. Il n'y aura que ces 2 micros-là, on va les faire passer. Ah, on n'aura que 2 micros. Ah d'accord, ok. Bon, on va vous faire passer des micros pour que vous puissiez poser des questions, parce que c'est hyper important de vous entendre, et c'est vous qui avez sans doute des questions à leur poser à tous les deux. On va peut-être commencer juste tout d'abord par leur rencontre. Jeanne, comment ça s'est passé au départ? C'était d'abord difficulté à monter le premier long métrage. Oui, indéniablement difficulté à monter le premier long métrage. Moi, j'ai jamais rien écrit avant. Je n'ai pas fait d'école de réalisation. Je n'ai pas de réseau spécifiquement. Moi, j'ai fait des études pour être actrice en passant par le conservatoire. J'ai découvert la mise en scène, j'ai découvert l'écriture. Et je me suis lancée dans l'écriture d'un scénario après avoir écrit un petit livre. Voilà, ça m'a pris déjà du temps. Et après, j'ai trouvé une productrice et on a essayé de monter le film pendant plusieurs années pour quelque chose qui ressemble vraiment à la carte postale du parcours du combattant, honnêtement. Avec voilà, des castings qui vont et qui viennent, des partenaires financiers qui vont et qui viennent, qui s'engagent, qui se désengagent, mais entre-temps, ils ont quand même fait changer le casting, puis après, ils s'en vont, enfin bon, voilà. Jusqu'au... Voilà, on commence à avoir des refus des guichets différents qui font le système du financement français, c'est ça, c'est un millefeuille de financement. On doit toquer auprès de plusieurs guichets. Les guichets commencent à dire non, et on se dit non, il faut qu'on arrête toutes les 2, ça ne va pas. Donc il faut qu'on trouve des producteurs plus chevronnés pour nous épauler. Et là, dans un plan magnifique stratège que j'ai été, ça a bien marché. On a pensé à proposer à Hugo, qui n'était pas hyper chevronné, mais qui était déjà très prometteur. Voilà, par une amie de ma mère costumière qui se trouvait être une grande amie aussi de la maman d'Hugo, donc nos mamans ont joué un rôle, et Sandrine Kiberlin qui était déjà attachée au projet et qui de la même semaine, sous ma direction, stratège, ont donné le scénario à Hugo,
qui l'a lu et qui m'a dit c'est dingue, il y a 2 personnes qui m'en ont parlé la même semaine. Et j'ai dit mais c'est dingue. Et après, Hugo a bien aimé, je crois. Et après, moi, j'étais. Parce que je suis plus très jeune, je suis quand même encore un peu jeune, j'ai 38 ans. À l'époque, j'étais plus jeune, j'avais 27 ans, je venais de monter ma Shifumi Production. Moi, j'avais eu un parcours, j'ai pas fait d'études, j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'ai intégré les productions du Trésor qui est la société d'Alain Attal à 19. Donc après 9 ans chez Alain, j'avais monté ma société, j'avais réussi à financer avec énormément de difficultés mon premier film qui était La Marche. Et donc du coup quand j'ai lu le scénario de Jeanne que j'avais trouvé extraordinaire, je me suis dit je veux le faire, mais seul j'y arriverai absolument pas parce que j'avais galéré à financer La Marche qui n'était pas sortie, donc personne n'allait me faire confiance une deuxième fois sans que je prouve que j'étais un bon producteur, en tout cas que le premier film allait marcher, et heureusement parce qu'il n'a pas du tout marché. Donc je suis allé voir Alain Attal et je l'ai fait lire, il a mis un peu de temps à lire, mais j'ai réussi à le convaincre de venir coproduire le film à mes côtés, donc du coup c'est ça. Ouais, dans les plus... C'est vrai qu'il y a non, mais c'est vrai que... Dans les plus mauvaises circonstances possibles pour un film, c'est-à-dire que c'est un film qui a déjà tourné, qui a déjà été refusé, repartir en financement, même quand on est à ce moment-là, faut le dire, Alain, c'est le Trésor, ce que vous avez fait ensemble, ce qu'il a fait seul, c'est une très très belle boîte de prod qui fait, voilà, il y a les Petits Mouchoirs, il y a les films de Guillaume Canet, il y a Police de Maïwenn, enfin, le catalogue est très beau et très consistant, mais même pour une grosse prod comme ça, venir avec un projet qui a déjà été un peu essoré et déjà refusé en fait, ça veut dire redemander à des gens des lectures, dire si ça a changé, on a fait retravailler le casting, le machin, c'était le plus dur en fait, je crois. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, voilà, mais on l'a fait, vous l'avez fait. Et pourquoi? Non mais la question c'est qu'est-ce qui Hugo vous a accroché justement à la lecture du scénario puisqu'il avait été refusé un peu partout, Ouais. et pourquoi vous avez dit bon bah tiens non je vais y aller, je suis tout jeune producteur et je prends ce risque là, qu'est-ce que... Parce que le talent de Jeanne à l'écriture, moi j'avais adoré la lecture d'Elle l'adore, je trouvais les dialogues extraordinaires, et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus difficile d'un seul coup de récupérer un projet qui a déjà qui a essuyé plusieurs refus, mais on a changé de casting nous aussi, mais on n'a pas abandonné, on a gardé Sandrine, parce que c'était quand même ça nous a apporté le scénario, et on a changé plusieurs fois le rôle masculin. On a un petit peu retravaillé, mais pas un petit peu le scénario, parce que c'est vrai que Sophie Tepper, la productrice qui avait produit le premier court-métrage de Jeanne, elle fait quand même un super travail de développement. Mais parfois, d'arriver avec Alain, d'arriver avec moi, Alain avait produit plein de films, d'un seul coup, tu as une confiance, tu as une écoute chez les financiers, parfois un peu plus grande quand tu as su leur prouver que parfois, même s'ils ne voyaient pas quelque chose que toi tu voyais, ils avaient raison de te faire confiance. Mais on a eu un peu de mal, hein. Ça n'a pas été simple de financer Elle l'adore, ouais, parce que c'était toujours ce problème avec les financiers, quand les films ont plusieurs genres, ça les déstabilise énormément. Ils aiment bien que ce soit un genre bien défini, mais quand il y en a plusieurs, c'est compliqué, mais ils nous ont fait confiance et ils ont eu raison, parce que d'ailleurs les partenaires d'Elle l'adore sont les mêmes partenaires que pour Pupi et que pour Je verrai toujours au visage. Donc, du coup, il y a une vraie fidélité. Il y a une vraie fidélité. Ouais, c'est joli. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans l'approche d'Hugo, Jeanne, justement? Qu'est-ce qu'il a apporté, lui? Vous avez parlé de quelques petites modifications. Pourquoi lui En fait, dès le départ, après, je vais parler d'Hugo, il faut toujours dire que c'est un tandem de producteurs. Moi, j'ai quand même ce truc de travailler. D'abord, c'était un trio, et puis Sophie Tepper... voilà, j'ai pas continué à travailler avec elle après, mais c'est un tandem, voilà, entre Alain et Hugo qui est très fort et que moi j'aime énormément travailler avec ce tandem de producteurs qui est très complémentaire et qui ont des qualités incroyables. Pour parler d'Hugo spécifiquement, en fait, ce que j'ai vu sur Elle l'adore et qui s'est jamais démenti, j'aime profondément sa façon de lire. C'est un très bon lecteur pour moi, et qui a l'air de comprendre très bien ce que je veux faire. Donc il voit aussi là où c'est pas complètement abouti. J'aime son goût, j'aime sa sensibilité et j'adore sa façon de faire des retours. Voilà.
Hugo ne s'invente pas en scénariste, en technicien du scénario, etc. Il est à la fois très précis et très sensible, mais il pointe des endroits qui ne vont pas, où il y a des manques. Tiens, je manque un peu de ci, ou ça j'adore, ça je sais pas. Bon, et moi, ça fait écho ou pas, mais c'est à moi de solutionner les choses, c'est à moi de trouver les solutions. Et ça, pour moi, c'est très porteur comme façon de lire. J'arrive très bien, moi, à dialoguer avec Hugo dans les retours. Mais il y avait un petit mystère au départ, parce qu'on est des personnalités très différentes. Pour moi, ça a toujours été un peu mystérieux. Pourquoi c'est Hugo qui a l'air d'avoir la plus grande sensibilité, le plus réceptif à ce que j'écris. C'est vraiment Hugo pleure en lisant les scénarios, en regardant les rushs. Enfin, il y a un truc épidermique en fait, comme s'il y avait on vit pas de la même façon. Il y a plein de choses, je sais pas comment dire. Oui, on est assez différents, et pour autant, il y a une vraie complicité sensible, je dirais, et intellectuelle. Et voilà. Et au bout d'un moment, quand on écrit, on devient un peu aveugle. C'est normal. Moi, j'écris un peu seule. J'ai une consultante qui arrive au bout d'un moment, qui me redonne un petit peu d'air et de voilà. Mais c'est vrai que du coup, et Hugo et Alain sont des très bons développeurs aussi. Voilà. Et en plus, ils sont bons en chiffres. Ouais, non, mais les producteurs, c'est les chiffres et les lettres. Ils doivent être bons en lettres, ils doivent être bons en chiffres. Hein. Donc, et très bons monteurs. Non, mais ça se retrouve aussi, du coup, par extension, au montage, qui est la dernière écriture du film, où il est extrêmement précis, complètement obsessionnel. Et voilà. Qu'est-ce qui vous fait pleurer juste... Après, n'hésitez pas à lever la main. À un moment donné, quand vous pleurez, ça va être... vous vous dites là, on contient quelque chose. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est l'émotion que vous ressentez Moi, je suis bouleversé par alors sur Eldador, j'ai pas pleuré. C'est arrivé oui. J'ai ri sur Eldador. J'étais tendu, tenu. Mais c'est vrai que c'est arrivé sur Pupille. Sur Pupille, c'est que sur le montage, et plus je vois les films en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que plus je le vois, plus je pleure. C'est que au générique de Pupille, c'est à la première image d'Élodie, parfois Jeanne Sfortuné me dit mais t'es un malade. Je sais pas, ces personnages, ces sujets, sont la vibration, son regard sur la société, sur ces femmes, ces hommes. D'un seul coup me renvoie à chaque fois sur notre époque. Et non, c'est telle fierté, une telle chance de pouvoir regarder, accompagner Jeanne travailler. Je l'ai dit dans un article d'ailleurs, j'ai dit que c'était ma plus belle rencontre professionnelle. J'ai eu Gilles qui m'a appelé, Cédric, comme ça, sympa. Et même eux, surtout Gilles est très lié aussi à Jeanne, Cédric aussi. Et même eux, voilà, ont accepté ce retour, parce que c'est une vraie chance. Voilà. C'est vrai que vous lui avez offert un rôle magnifique à Gilles Lelouch, en plus, dans Pupille, qui était révélateur d'une autre facette de son jeu, de sa personnalité. On va parler des comédiens, j'imagine, là, maintenant. Je trouvais ça... C'est chouette de voir un producteur sensible. Enfin, parce qu'on imagine des producteurs comme des durs à cuire, comme des machines, ah bah c'est les etc. deux. Ah ouais, d'accord. Ouais, oui, il a toutes ces facettes-là. C'est des chiffonniers, enfin, c'est des guerriers. Moi, j'ai deux... Ah oui, hein, c'est un bulldozer sensible. Oui, oui. Mais il faut, si on n'a pas à côté des gens qui... Un bulldozer, c'est pratique aussi. Hein, quand on veut construire une maison ou un film, c'est cool. Hein. Donc non, c'est vrai qu'il y a une grande plénitude en fait. C'est plein. Le lien est plein et moi je leur fais infiniment confiance sur plein de choses. Et eux me font aussi très confiance parce que parfois vous testez mes convictions sur telle ou telle chose. Mais si je dis non, mais moi je veux ça comme ça, je veux c'est ça, bah j'ai un soutien aussi inconditionnel sur ok, bah au final c'est quand même des gens qui veulent que j'arrive à faire le film que je veux faire. Et c'est ça, c'est pas des gens qui veulent faire le film que eux veulent faire, ils font tout pour que je fasse le film que j'ai envie de faire. Mais il faut être d'accord sur le film qu'on veut faire. C'est ça. Voilà, ça c'est au départ, vous êtes d'accord. Il y a un moment donné où vous comprenez sur... Ouais, avec Jeanne tout le temps. Après, sur les autres projets, oui, ça arrive. Moi, ça m'arrive de plus en plus. En plus, c'est d'un seul coup de comprendre. Donc, du coup, on signe un projet, il y a l'excitation du début, il y a
un synopsis, un traitement, une V1. Et donc du coup, moi, mon métier, c'est d'essayer de comprendre ce que la réalisatrice ou le réalisateur veut, essayer de l'accompagner au mieux. Et d'un seul coup, de comprendre en fait qu'on ne veut pas le même film. Et comme moi, ce qui est important, c'est que ça soit leur film. Et si leur film ne m'intéresse plus, bah, j'ai pas envie de le produire. Mais C'est violent. Ça arrive de plus en plus, ça arrive. Ah ouais. Ouais, ça arrive. Et là, c'est radical, c'est-à-dire que vous dites, bon bah non, j'arrête, on arrête. Non, parce que nous, on a de la chance aujourd'hui d'avoir. Moi, chez Full, on a de la chance aussi d'avoir une société qui marche. Et que moi, je prends jamais en otage les réalisateurs ou les réalisatrices. Je leur dis, si d'un seul coup, parce que si on ne parle pas du même film, je ne vais pas être bon pour accompagner cette personne. Et le problème, souvent, avec les premiers films, c'est que si d'un seul coup, moi en tout cas, c'est une place qui me dérange, c'est si le producteur prend trop de place justement dans les retours, et parfois ça m'arrive de faire des retours pour essayer de tester et de comprendre en fait ce que la personne en face de moi veut raconter, et cette personne déstabilisée parfois, parce que l'écriture c'est quelque chose de long, de compliqué, et d'un seul coup sentir que tous mes retours ont été mis dans la V2. Il n'y a rien qui me déstabilise plus que d'un seul coup de sentir que la personne, en fait, d'un seul coup est en train de faire mon film. Ah ouais, il ne faut pas trop vous suivre en fait. Si, me suivre si d'un seul coup. Si, ça fait écho. Ouais, de sentir d'un seul coup que c'est plus leur film et que ça devient le mien à travers mes remarques, moi, d'un seul coup, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas parce que j'ai aucune vérité de réalisation, d'écriture. Donc. Vous testez aussi la personnalité, l'envie du cinéaste, de la cinéaste aussi. Bah oui, c'est parce que après c'est l'écriture, c'est vraiment une vraie promesse. Donc d'un seul coup, tu rencontres une artiste, un artiste, un sujet, et après il y a un synopsis et tu dis ah c'est pas mal, et après un traitement, ah d'accord. De ce synopsis, en fait, toi, ce qui t'intéressait dans cette histoire de 10 lignes, c'est ça ce que tu veux développer sur 3 pages. Ok, on va voir ce que ça donne sur 90, et d'un seul coup, cette personne a envie de parler de choses, en fait, où moi je pensais que dans le sujet, il y avait des choses plus intéressantes, mais c'est pas mon film, donc du coup, parfois on n'est pas les bons producteurs, mais il y a plein de projets qui ont cartonné d'ailleurs, hein. Il y en a plein qui ne se sont pas faits, mais j'ai aussi refusé des projets qui ont eu des gros succès, comme Babysitting, comme dernièrement Allemand le Noir avec... Hein, son film sur Netflix. Netflix, oui. Non, le Balle perdue. Balle perdue, oui. Où il me proposait le projet, et à chaque fois je disais, mais c'était vrai, c'est que j'étais pas le bon producteur. J'étais pas le bon producteur, et c'est important de trouver quand on est un réalisateur, de trouver la bonne personne. Mais ça, toi, tu fais beaucoup comme ça, et moi j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Je conseillerais à tout le monde de faire ça. Hugo fait très confiance à ses goûts. Et à moi aussi. Moi aussi. Et moi, je m'appuie beaucoup sur... toi, tu as pu me dire des trucs. Par exemple, pendant Elle l'adore, il y a eu un peu la valse des chanteurs, des acteurs qui allaient incarner ce chanteur. On est passé à un moment donné par ça a été quand même assez dur. On a trouvé quelqu'un. Et bon, voilà, on était 3. C'est plutôt Alain qui nous avait convaincus d'essayer. On a essayé. Il a dit oui à un moment. Et Hugo a dit ok, on le fait, mais sachez que c'est le premier film, c'est le film que je vais produire, que je n'aurais pas envie d'aller voir. Et qui c'est? Et on va pas dire qui c'est, mais c'était... Patrick Bruel. Et moi j'adore ça, j'adore ces retours-là, parce qu'en fait, entre guillemets, la différence entre le cinéma et les plateformes, si on doit être un peu caricatural, mais c'est pas si caricatural que ça. La plateforme, c'est la politique de la demande. On propose aux gens quelque chose, donc on suppose que c'est ça qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Le cinéma, ça sait et ça devrait toujours être la politique de l'offre. On propose quelque chose que les gens n'ont pas forcément pensé que c'est ça qu'ils aimeraient voir, et finalement ils sont heureux de le voir. Et voilà, je pense que je verrai toujours au visage, j'ai profondément une politique de l'offre. Si le film n'avait pas marché en salle, on m'aurait dit bah oui, mais évidemment des gens qui parlent pendant 2 heures autour d'un bâton de parole, ça ne peut pas marcher. Bon voilà. Et ben je trouve que Hugo fonctionne à la première personne. Ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça, j'aurais envie de le voir. Ça, moi, ça me touche. Et à la limite, je sais pas à quel point c'est vrai pour toi, mais peu importe, la meilleure façon, il n'y a aucune recette, et un succès, c'est tellement difficile à anticiper, et souvent, la plupart du temps, ça n'arrive pas. Mais quand ça arrive, moi, je trouve que c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un qui a suivi son goût
son obsession, sa sensibilité. Nous, ça nous intéresse, donc on va le proposer. Après, pas n'importe comment, pas contre le marché, il y a quand même un marché, mais je sais pas ce que tu en penses. C'est aussi une définition d'une sorte de... On connaît le cinéma d'auteur en France, mais donc d'une production d'auteur, en quelque sorte. C'est comme si c'était quelqu'un voilà, qui imprègne, qui impacte de sa personnalité le film aussi, autant, à vos côtés. C'est un film à la première personne et pour toi aussi, je trouve. Première personne aussi, Ah, bien sûr, ouais. pour les producteurs. Ouais. C'est le producteur indépendant, ça, dans son essence. Je suis plus indépendant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, mais non. Téléguidé. Ouais. Formidable. Oui. Et, Votre société a été rachetée. Oui. Pas entièrement, mais une partie. Ouais, moi c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose d'assez blessant quand moi, pas tant sur les entrées, parce que moi je peux être très fier d'un film qui va pas faire spécialement d'entrée, même si j'ai toujours ce désir, même un petit film, chaque budget est différent, chaque attente sont différentes. Moi j'ai toujours envie que les films que je produis soient vus par le plus grand nombre. Mais quand tu as aimé quelque chose et que des personnes proches de toi n'aiment pas, ou d'avoir cru en fait que quelque chose qui t'intéressait pouvait intéresser et que finalement ça ne l'est pas, moi ça me rend triste. Ah oui, Ouais, ah oui, j'imagine bien. Alors oui, je vais venir à vos côtés, comme ça je vais vous passer le micro. Bonjour. Je voulais savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui vous avait attiré dans l'écriture de Pupille et de Je verrai toujours vos visages, parce que c'est des univers qui sont quand même très niches, qu'on a même découvert, je pense, pour la plupart dans Je verrai toujours vos visages, la justice restaurative, et aussi comment approcher la production justement d'univers très niches comme ça, qui sont en plus des univers administratifs. Ce qui m'attire, c'est que j'ai pas, a priori pas de... moi, comme matière d'écriture, la matière autobiographique, j'ai l'impression que je l'ai essentiellement mise de manière très frontale dans mon livre, mon premier livre, qui était mon premier objet artistique, voilà. L'Adore comportait aussi des éléments, on va dire, autobiographiques, non pas dans l'intrigue, mais dans le cadre. Et après, je n'ai pas grand-chose à raconter de ma vie, pas de manière frontale. Et comme je pense que je suis un peu plus pudique que ce que je pense, j'ai besoin d'aller chercher des choses. Moi, je suis partout dans le film. C'est très, très, très intime. Et c'est très coûteux, intellectuellement, émotionnellement, les trucs que j'écris. Mais plus ça va, plus j'ai besoin de passer par un cadre différent, je peux pas raconter ma vie n'est pas très intéressante. Et moi j'adore raconter la vie des autres et me raconter comme ça, donc c'est vrai que j'avais été un peu au bout de cette démarche semi-autobiographique avec les 2 premiers trucs, et que Pupille, ça m'a... Quand j'ai découvert comment les bébés remis à l'adoption en France étaient pris en charge et l'accouchement sous X, tous les protocoles, moi c'est des terrains de jeu. En fait, je vois apparaître immédiatement un terrain de jeu, une arène, un cadre pour développer de la fiction. Moi je vois du cinéma partout, alors que ça se passe dans des bureaux dégueulasses et que c'est essentiellement des gens qui se parlent. Moi, tout d'un coup, c'est comme pour Elle l'adore, La garde à vue, c'est des gens dans un bureau et c'est des scènes d'action psychologique qui sont, pour moi, extrêmement jubilatoires à écrire. Et je trouve pour les acteurs jubilatoires à jouer, comme ça conditionne l'essentiel de mon plaisir, voir les acteurs jouer. Tout ça fait que je choisis des arènes et des cadres qui me permettent de planter des graines de fiction très, très fortes. Et j'aime l'intensité des émotions beaucoup, et des situations. Et en fait, dans ces petits bureaux moches, on passe beaucoup de temps à... Il y a beaucoup de nos moments intenses de nos vies qui se passent dans ces petits bureaux-là ou dans ces hôpitaux-là avec des couleurs pas très belles et tout ça. Donc l'intensité, voilà, je la trouve beaucoup dans ces endroits-là maintenant dans le réel, à moins de faire un truc qui se passe avec les FARC ou alors en Ukraine et tout ça. Pour l'instant, j'y vais pas moi, mais voilà. Et c'est quand même, oui, c'est là où c'est aussi une politique de l'offre, c'est que moi j'ai l'impression de faire des films d'action. Pour moi, ce sont des films d'action. Et des films de tension, c'est des films construits sur la tension, sur le rebond, sur le suspense, mais qui n'ont pas c'est là où mes producteurs sont formidables et jamais ils me disent
Tu veux pas sortir un peu, machin. Je pense qu'ils sont ok, que c'est des films, ce sont des films d'action. Ils n'ont pas peur du côté a priori pas cinégénique, pas cinématographique de ces petits bureaux et de machin, parce qu'au fait, les visages, les acteurs, les corps et les voix, c'est quand même ce qu'on fait de mieux au cinéma, moi je trouve. Mais comment comment vous savez que ça va... Vous dites, ouais, ce film-là va marcher, parce que quand on entend le projet... Si, peu importe si ça marche ou pas, c'est d'abord il faut que ça vous touche ou pas. Il y a quand même ça, vous êtes quand même producteur. Ah bah bien sûr. De toute façon, il fallait déjà les convaincre des financiers. Donc, et le Pupi était un budget qui était quand même conséquent, je sais plus, c'était 5 millions d'euros, je crois, un peu plus. 6, 7, ah oui. Non, on a gardé. Ah, c'est voilà, ça. c'est ça, on a gardé. On l'a fait avec deux, mais on a gardé quatre. Ah ouais, voilà. Mais il fallait convaincre. Nous, on est convaincus. Après, il fallait les convaincre. Et Pupi, c'était très simple. Ah ouais. Ouais, c'était très simple. C'est d'un seul coup, c'est que ça a parlé à tous les financiers. Je vais être toujours au visage. C'était pas plus compliqué parce qu'on avait fait 900 000 entrées avec Pupi. Donc du coup, on a été aidé du succès. Mais je pense que si Jeanne avait commencé par Je vais être toujours au visage en 2, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est que quand même nos partenaires ont trouvé le scénario extraordinaire, mais il y avait toujours ce côté de ah oui, mais Pupi, c'était le parcours d'un enfant, ça va parler à tout le monde, ça va parler à tout le monde. Ils étaient inquiets du potentiel justement économique et large du film, mais très très vite aussi quand on leur a montré les images. Et après vous aviez tourné un peu Non, on montrait des images dans les rushs, mais je veux dire, c'est toute l'émotion, les acteurs, en fait, Jeanne les choisit très 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 bien pour interpréter ces dialogues, parce que 100% de ce que vous avez vu dans le film a été écrit par Jeanne, en fait. Il y a très très peu de place à l'improvisation, et donc du coup, tout ce que, si vous avez vu le film et qui vous ont ému, que ce soit Pupi ou Je vais toujours au visage, c'est qu'en fait, c'était nous, on a eu la chance en fait, de lire ces dialogues, qui sont exactement les mêmes que dans le film. Donc du coup, il y avait déjà... Si, on l'accompagne, mais après, je veux dire, c'est que par exemple sur Pupi, ouais, je pense qu'il y a eu 3 versions. 4. Ouais, 4, Je vais toujours au visage, il y en a très peu. La première est... En fait, la première, souvent, de Jeanne sont un peu plus longues que la dernière, et c'était plutôt ça qu'on modifie, en fait, de tailler un petit peu de 150 pour passer à une version peut-être de 110, 120, mais tout est là. C'est pas tout à fait vrai. Moi, je trouve que vous accompagnez. Non, mais c'est un processus qui n'est pas difficile, qui n'est pas douloureux, mais c'est un processus où il y a les versions de scénario c'est incompressible, c'est comme ça. Écrire c'est comme mettre en scène du théâtre, on ne peut pas arriver au bout d'une semaine et trouver le non. Il y a ces couches de travail qui s'accumulent et il y a quand même, moi je trouve que c'est plutôt à la V2 que souvent qu'on trouve, mais c'est sûr que je suis partie d'Ellador, j'avais fait 20 versions de scénario. Bon, j'ai quand même appris un petit peu entre temps, j'ai progressé, donc maintenant j'en fais plus 4-5. Et ce qui était dur avec Je verrai, c'était que pour le coup le scénario ne faisait pas 110 ou 114 pages, il en faisait 135, et il y avait des pages entières où ça n'était que des monologues, et ça c'est rare, c'était que du dialogue, et c'était des monologues, il y avait des monologues, quand on les avait préminutés, de 11 minutes, de 7 minutes, qui ont été raccourcis là dans le film, taillés, mais au départ c'était un petit peu ça, est-ce que les gens vont pas s'ennuyer, est-ce que tu veux pas quand même aller filmer le braquage de bidule, ou le vol à la tire de machin, etc. Et ça a été un questionnement que j'avais moi. Après, moi je préfère 1000 fois, moi j'ai confiance dans le fait que un acteur qui parle, c'est captivant. Quand ce qu'il a à dire est fort, quand c'est pas du bavardage, déjà quand c'est du bavardage chez Tarantino, moi je suis captivée. Donc même quand il parle de burger pendant 3 minutes, ça m'intéresse. Mais pour moi, un acteur qui parle, c'est captivant. Et c'est parfois plus captivant qu'une reconstitution ou je sais pas quoi. On a une question ici. Bonjour Hugo, bonjour Jeanne, je suis très heureuse de vous rencontrer. J'étais devant mon ordinateur quand j'ai vu qu'à 9h30 vous étiez là, j'ai sauté dans un bus et je suis venue. Je suis romancière, éditée chez Gallimard, et je me demandais quel était votre point de départ pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous démarrez une idée à partir d'un fait divers, d'un livre,
C'est une question intéressée parce que mon roman, le premier, beaucoup de lecteurs sont revenus vers moi pour me dire que c'était avant tout un film et pas un livre. Alors je ne sais pas écrire de film, mais tout ça pour vous dire essentiellement que ma question qui revient toujours lorsque moi j'écris un roman, c'est et aujourd'hui c'est la question que je me pose et que je vous pose, comment on bascule du roman au scénario et est-ce qu'il vous est arrivé de démarrer un désir de film à partir d'un livre? Moi je passe pas du roman au livre, du coup je passe au scénario, j'embraye direct sur un scénario. Non, moi je n'ai pas, pour le moment, oui, Hugo lui a initié des projets à partir d'adaptation. Pour l'instant moi non, mais ça viendra peut-être. Pour l'instant je me dis que si j'arrive moi à féconder ma propre matière, je vais le faire, et puis un jour peut-être j'aurai besoin de m'appuyer, de m'adosser sur d'autres œuvres. Le point de départ, là vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'allume quand je découvre entre le terrain de jeu dont je vous parlais, que ce soit pour Pupille ou Je verrai. Les 2 fois, j'ai eu l'opportunité d'écrire des choses fortes et des situations, mais le départ, et puis évidemment que c'est les thématiques que ça me permet d'aborder. J'imagine que ça commence à se dessiner, que j'ai quelques obsessions comme par exemple le triomphe du collectif ou le lien, l'importance du lien, des liens en général, le rapport aux autres qui pour moi conditionne beaucoup mon rapport aux autres et mon rapport au bonheur découle expressément de mon rapport aux autres, donc c'est un rapport que j'essaie de cultiver, ce qui m'apporte beaucoup de joie. Et donc voilà, tout ça se retrouve dans les sujets ou je sais pas quoi que je choisis de raconter. Mais toi, toi, t'es à l'affût quand même des romans. Moi, il y a des producteurs aussi qui sont très forts pour avoir une idée, d'un seul coup développer seul, avec un scénariste, et aller chercher des réalisateurs ou des réalisatrices ensuite. Moi, je suis nul là-dedans. Tous ces projets que j'ai essayé d'initier, en fait, se sont jamais concrétisés, parce que moi, je pense que j'ai besoin, moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me fait vibrer, c'est qu'il y ait une patronne ou un patron, en fait, sur chaque projet, et qui va se réveiller pendant 3 ans, tous les matins, en se disant, ok, ce projet, c'est ma priorité. Nous, producteurs, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est vrai qu'on est sur, moi aujourd'hui, une dizaine de développements en même temps. Voilà, moi, je sais pas. Après, parfois, j'ai des flashs, des envies, mais je vais aller tout de suite les proposer à un réalisateur ou une réalisatrice pour essayer de voir si ça lui parle. Moi, je vais faire ma première adaptation, je crois que c'est ma première. Qui commence dans 3 semaines, c'est l'adaptation du bouquin de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. Heureusement, j'ai une femme qui lit énormément et qui me conseille plein de livres. Et c'est elle qui m'avait conseillé, par exemple, Leurs enfants après eux. Je suis allé le proposer à Romain Gabras, avec qui j'avais fait Le Monde des tatouages, qui a refusé. Je l'ai proposé après à Gilles Lelouch, qui a accepté. Mais en parallèle de ça, il écrivait aussi un autre film que je produis en ce moment, qui est aussi l'adaptation, c'est vrai, merci Jeanne, qui est aussi l'adaptation d'un livre, L'amour ouf, et qui traite de sujets différents, mais qui parle de l'adolescence, qui parle du premier amour. Donc le projet Leurs enfants après eux, en fait, n'avançait pas tellement, c'était assez frustrant, parce qu'en plus, moi, on avait pris une option, on savait que ça allait s'arrêter, et d'un seul coup, Gilles m'appelle, me dit, mais je le ferai après. Je dis, non, moi j'ai envie de le faire maintenant. Et il me dit, bien, alors je me consacre à L'amour ouf, et il faut qu'on trouve des réalisateurs. On n'avait pas écrit une ligne. En plus, adapter un mauvais livre, c'est plus facile. Un concours, c'est très, très, très impressionnant. Et un jour, il me dit, regarde Teddy, c'était il y a 1 an. Et j'ai découvert le travail des frères Boukarma, et on a été leur proposer le scénario. Et d'un seul coup, alors que ça faisait 3 ans que j'avais acheté les droits, 3 ans qu'il ne se passait rien, parce qu'en fait, il n'y avait pas un artiste qui s'était accaparé le bouquin. Et, toi, tu avais dit non. Et oui. Gilles, il me propose de le faire avec lui. Ah oui, mais à l'écriture, ouais. Oui, donc ah oui, dire qu'il me le propose maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Et non, mais c'est qu'en 1 an, alors qu'il ne s'était rien passé en 3 ans, en 1 an,
Ils ont écrit, ils ont adapté, c'est un bouquin de 450 pages, ils ont fait une version, et on tourne dans 3 semaines. Donc en un an, d'un seul coup, quand il y a des gens qui s'accaparent quelque chose, c'est bien d'avoir des idées. Moi, ça m'arrive. Là, par exemple, j'ai acheté les droits d'un manga, parce que je me dis, il y a un film à faire, mais je l'ai mis là, et j'ai pas encore trouvé le bon réalisateur, ou la bonne réalisatrice, et je vais attendre. Et souvent, ça, c'est quelque chose que je peux faire, c'est prendre des options, sans savoir encore avec qui je vais le faire. Et si j'ai trouvé personne, eh ben je perds ou je la relève pas, mais c'est Des histoires de rencontres. des histoires de rencontres, exactement. Il y a une question là et une question au fond. Bonjour. Je voulais savoir, en tant que jeune actrice, comment c'était le processus du casting pour Je verrai toujours vos visages, et à quel point vous étiez impliquée dedans, s'il y avait des choix évidents dès le début, des choses très précises que vous aviez en tête, ou s'il y a eu des pépites qui se sont révélées un peu comme ça. Un peu tout ce que vous venez de dire. Il y a des rôles, vraiment, je les ai écrits pour certains acteurs. J'ai pensé à eux dès l'écriture. C'est le cas pour Gilles et Elodie, avec lesquels je venais de tourner sur Pupille. Je savais d'emblée que j'écrirais un rôle de victime pour Gilles, un rôle de médiatrice pour Elodie Bouchez, pour Suliane Brahim également, qui j'avais travaillé à la Comédie Française, non, dans une série, mais qui est à la Comédie Française. Biran Ba aussi, qui joue le rôle d'Issa, je voulais vraiment écrire pour lui aussi. Et Leila Bekti, pour le coup, j'avais jamais travaillé avec elle, mais j'avais très envie. Et puis Miu Miu, vraiment, je savais que j'écrirais un rôle de victime pour elle, et une victime très timide et très à fleur de peau. Voilà, ça c'est dès le départ. Et puis après, j'écris en pensant à eux, avec eux dans ma tête. Il y a des rôles où j'avais personne en tête, par exemple les deux presque principaux, les deux personnages moteurs que sont Adèle, le rôle d'Adèle et le rôle de Dali Ben Salah. Et Jean-Pierre Daroussin est arrivé assez vite dans ma tête. Adèle s'est imposée au fil des mois. J'avais 2-3 visages qui tournaient de temps en temps de jeunes actrices. Et puis finalement, c'est Adèle. Au bout d'un moment, je ne voyais plus qu'elle. Donc en fait, elle s'est imposée dans ma tête. Et Hugo était particulièrement investi dans ce casting. Toujours, on parle souvent casting et on est souvent d'accord sur, par exemple, l'idée d'Élodie Bouchez sur Pupille. A été tout de suite très très validé par Hugo. Il était vraiment d'accord, alors que c'est peut-être un choix forcément, pour le coup, on pourrait croire que des producteurs se diraient ben non, on va plutôt aller prendre quelqu'un qui en ce moment est plus bankable ou quoi. Donc Hugo était très soutenant dès le départ, par exemple, pour ce genre d'idée, ce qui prouve que c'est un grand producteur aussi, et parce que c'était vraiment la bonne idée. Et là, derrière, c'est Hugo qui m'a dit, pour Nassim, tu devrais voir un mec qui s'appelle Dali Ben Salah. Et comme Hugo, il n'y a pas que Hugo, il y avait 2-3 personnes qui m'en ont parlé, qui ont lu le scénario, qui m'ont dit mais ça c'est pour Dali et tout ça. Donc voilà, j'ai été voir, mes frères et moi, j'ai été voir le clip de Blaze, que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça colle. Et puis, il y a eu un truc très important, c'est que j'ai aussi... j'avais écrit le rôle qui est maintenant joué par Fred Testo pour Grégory Gadebois, qui est un... Voilà, j'écris toujours des rôles pour Grégory Gadebois, il ne peut jamais les jouer, mais parce qu'il n'a pas le temps. Et effectivement, il m'a dit oui, puis après il m'a dit non, parce que c'était pas compatible avec nos dates. Et là, c'est le seul endroit du casting où j'ai vraiment galéré pour trouver quelqu'un pour ce rôle qui était assez ouvert en termes d'âge. Il pouvait avoir 40, il pouvait avoir 60 aussi, c'était possible. Mais tout le monde ne peut pas incarner quelqu'un qui a passé 19 ans en prison. Enfin, moi, je n'y crois pas pour tout le monde. Voilà, et j'ai essuyé pour le coup beaucoup de refus d'acteurs, soit parce que ça les intéressait pas, soit parce qu'ils étaient pas libres, soit parce qu'ils étaet en burn-out. On en a quand même eu 2, qui disaient je ne peux pas travailler, je ne peux plus travailler, je n'en peux plus de travailler, et tout ça, donc il n'y avait pas de problème. Et Hugo m'a dit mais quand même, moi il y a Fred Testo, tu devrais, tout le monde me dit, enfin je sais plus comment tu as présenté les choses, mais... Moi, Fred, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. J'ai toujours vu en lui. C'est vrai que le rôle de Thomas, il s'appelle dans le film, Thomas dans le film, il y a pas mal de comédiens à qui on faisait lire le scénario, qui d'un seul coup se disaient
oui, pourquoi pas, mais le rôle de Gilles, quand même, est extraordinaire, le rôle d'un tel extraordinaire. Et c'est vrai que c'est peut-être... Moi, les gens avaient du mal à voir la lecture, la trajectoire de ce personnage, la trajectoire de sa relation avec le personnage de Miu Miu. Et peut-être que ses monologues, il était plus éteint, et que ses monologues étaient peut-être moins longs. Et c'est vrai que Fred, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. J'avais vu en lui, moi, c'était Isabelle Nanty qui m'avait présenté Omar et Fred, mais ils étaient inconnus. Et elle m'a dit, tu verras, c'est le nouveau Michel Serrault. Et ça m'avait vachement marqué. Et c'est vrai qu'avec Fred, on s'est un peu perdu de vue. Il a fait des choix parfois, en fait, artistiques, moi, que je n'étais pas très fan. Et je me suis toujours dit, un jour, j'arriverai à l'imposer, pas l'imposer, en tout cas à le proposer. Imposer, c'est... Non, ouais. C'est vraiment pas la même chose. Hein? Il y a quand même des petites tensions de temps en temps. Ouais, non, mais c'est vrai que Fred, quand d'un seul coup, ça n'a pas été évident, même pour Alain, pour les financiers, d'un seul coup, de se dire ah oui, et tout. Mais moi j'étais sûr qu'il avait justement, c'est que parfois il y a des rôles où tu, naturellement, parce que tu peux aller chercher des acteurs peut-être qui sont un peu plus dans la lumière au moment où tu es dans ton casting. Et c'est vrai qu'aussi parfois d'avoir un acteur comme Elodie qui a eu un moment qui était tout en haut de l'affiche et qui a eu un moment un peu plus avide, c'est de retrouver... là, je fais un projet aussi avec Ludivine, c'est que c'est aussi Sagnier qui était là, je crois, hier ou avant-hier. C'est quand les bons comédiens, les bonnes comédiennes, parfois, c'est voilà, de leur proposer un rôle, alors qu'on pense parfois plus, le marché ne pense plus à eux. Moi, c'est quelque chose qui m'excite vachement. Et ouais, c'est joli ça. Ouais, cette attention sur les comédiens, leurs parcours qui sont souvent comme ça. Et Alain, c'était pareil pour Ne le dis à personne avec François Cluzet. Enfin, et à un moment donné, parfois, pour certains rôles, avec certains acteurs, leur parcours de vie de personnes, d'acteurs, va venir nourrir le parcours du personnage. Et va venir... tout va s'emboîter, ça va être harmonieux et ça va bénéficier au personnage. Et c'était le cas pour Pupille. Pareil, c'est quand même une femme dans le film qui fait un parcours du combattant, qui en chie un peu pendant plusieurs années et qui ressort vainqueur de ça. Je me suis dit, tiens, le fait de retrouver Elodie Bouchez à ce moment-là, on l'a connue vingtenaire, étincelante, trentenaire, on l'a un peu moins vue. Ah, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est, la femme de 40 ans, où est-ce qu'elle en est? Elle est toujours aussi radieuse, mais elle a quand même vécu 20 années de plus. Donc c'était pareil pour Fred aussi. Lui, il avait le goût de ça, il n'avait pas peur. Le rôle, il faisait un peu peur, en fait. C'est vrai, il y en a plein qui disaient 20 ans en prison quand même, quelle tête on a, est-ce qu'on peut être comme ça, le mec a pris de la drogue, machin. Et lui, même pas peur en fait. Bah rien à foutre quoi. Je pense qu'à un moment donné, on lui proposerait Richard III ou Cyrano de Bergerac ou machin, il dirait ouais, vas-y. Et donc on a fait une lecture, il était super. Et on a un peu, je lui ai dit écoute, si tu peux, on tourne dans 2 mois, t'as tout l'été, laisse pousser tout, les cheveux, la barbe, le ventre, il a tout bien fait. Et on lui a un tout petit peu grêlé là, on lui a juste mis un tout petit peu de grêlage sur la peau là, sur les tempes. On avait fait des essais, on en avait mis partout, mais moi je voyais que ça. J'écoutais même plus ce qu'il disait, je regardais le grêlage de la peau. Et là je me suis dit, ça se voit très 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 peu, mais voilà, ça abîme un tout petit peu la peau. C'est comme la cicatrice d'Ali Ben Salah, on lui a mis une cicatrice là. Mais qui lui va tellement bien, il est tellement sexy avec cette truc que maintenant quand je le vois dans la vie, je lui dis, te manque vraiment quelque chose. Prends-toi un coup de tesson sous l'œil et tu vas voir, c'est réglé. Bon conseiller comédien. Alors je ne sais pas si en cabine de projection on peut passer un extrait parce que on a un extrait. Alors le deuxième, est-ce que c'est possible de commencer par le deuxième parce qu'on parle de Dali Ben Salah. Je sais, je suis désolé. On peut dire ah oui voilà, j'en étais sûr. Est-ce que c'est jouable ou pas parce que comme on parle de Dali Ben Salah, ça serait pas mal de le voir lui, voilà. Du coup, bonjour et merci de venir partager vos expériences. Je voudrais savoir, pour vous, Jeanne, à partir du moment où vous avez découvert un terrain de jeu intéressant, comment vous venez le nourrir dans votre écriture? C'est-à-dire, vous avez besoin de quoi, en fait, pour avoir cette pertinence de dialogue qui, après, va venir toucher les producteurs jusqu'à ce que ça soit même une justesse de dialogue qui se retrouve dans le tournage. Donc voilà, comment ça se passe entre les moments seuls à la maison et puis derrière
Ben, ça fait 2 fois que, à la fois pour Pupille et pour Je verrai, j'ai une méthodologie qui se ressemble. C'est vrai que je découvre un univers, il faut que j'aille le découvrir vraiment dans les petites lignes et les grandes lignes. Donc je l'étudie pendant 3-4 mois généralement. Je fais beaucoup de rencontres de gens qui me racontent leur travail, leur vie. J'accumule comme ça des récits de vie et d'expérience. Et j'essaye de comprendre, vu que je m'attache, je plante mon histoire dans un truc où il y a beaucoup de codes, il y a un vocabulaire particulier, il y a des protocoles qui sont très très précis. J'étudie ces protocoles parce que dans ces protocoles, il y a des situations. Et les situations, il y a des scènes, c'est de la dramaturgie et tout. Donc je vais étudier le réel, parce que dans le réel, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, pour moi, derrière. Donc j'étudie ce terrain de jeu de fond en comble, j'ouvre toutes les portes, puis après je commence à en fermer quelques-unes. Et généralement, je vais écrire pendant 1 an. Et moi, c'est vrai que même avec Hugo Alain, je ne suis jamais arrivée avec les documents intermédiaires. C'est-à-dire que généralement, maintenant, ce qu'on fait, c'est un rendez-vous tous les 3. Je leur dis, bon voilà, je sais sur quoi je vais partir, sur ça, un bébé, voilà. Et je reviens presque 1 an plus tard avec une première version de scénario. Je fais, moi, un séquencier, plusieurs même, mais je ne fais pas de synopsis, je ne fais pas de traitement, on ne fait pas d'étape intermédiaire. Donc c'est vrai que je pars pendant 1 an et je raconte plus grand chose. D'abord, je raconte rarement, moi, je suis un petit peu... Je garde très longtemps mes idées pour moi. Je veux que le lecteur, que ce soit mes producteurs ou l'acteur derrière ou les autres, découvre. Je veux pas spoiler moi-même mes trucs en disant ouais, après c'est génial, il y a ça qui se passe et tout ça. Parce que je veux voir l'impact de ce que j'ai écrit aussi à des gens qui le reçoivent comme ça. Et donc c'est une année assez solitaire où ça va être quelques mois, puis parce que en tout c'est 1 an et demi en gros d'écriture en comptant la documentation. Et c'est vrai que je quitte un collectif, ça fait 2 fois que je quitte un collectif de gens qui m'ouvrent leur Zoom, leurs portes, leur voiture pour me raconter leur vie. Après, je referme tout, je m'isole et je reviens, je fais valider par les gens du cinéma d'abord. Généralement, j'ai une référence ou un référent dans le monde dans lequel j'ai planté mon histoire, auquel je fais lire la 2e ou 3e version de scénario juste pour voir si j'ai pas fait de la merde et qui me disent ok, c'est ok. C'est ok pour nous, on se sent compris, on se sent respecté, ce qui est quand même très intéressant. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment ce plaisir d'autre vie que la mienne. Encore une fois, ma vie est très 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 belle, j'ai vraiment une vie formidablement privilégiée. Elle peut être aussi, j'ai une vie de famille, c'est simple. Donc c'est vrai que d'aller vivre d'autres vies que la mienne, c'est la richesse de ce métier. Pendant quelques semaines, je vais voir des audiodescripteurs pour Pupille, ou des assistantes sociales, ou là, des conseillers en prison, enfin bon voilà. Et après, c'est un plaisir pour moi de faire parler les gens et d'essayer de trouver des langages, des tics de langage différents, des façons, des registres de langage. Là, on a quand même des prisonniers issus de quartiers très très populaires qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Il y a aussi Daroussin qui était professeur des écoles et directeur d'écoles, etc. Donc c'est assez intéressant de faire parler pour moi plusieurs générations, tout ça, donc ça m'amuse beaucoup. Et après, il y a le tournage. Ouais. Et donc les comédiens, on en parlait un peu. J'aimerais savoir, ça se passe toujours bien avec le comédien pour l'un et pour l'autre? Vous êtes toujours ensuite, une fois que le choix est fait, est-ce que il n'y a pas des moments où ça coince, où le comédien n'y arrive pas? Et si. Qu'est-ce qui, oui, mais pas que beaucoup. Ça arrive. Bon, bien sûr, si, mais bien sûr ça peut arriver parce que ce que font les comédiens sur un tournage, c'est vachement dur. Donc il y a toujours au moins une fois par tournage où même le plus grand comédien, ou même la grande Sandrine Kiberlin, ou même le grand Gilles Lelouch, ou n'importe qui a un blocage ou un truc qui lui vient pas, qu'ils n'arrivent pas à faire. Or le tournage, c'est comme un braquage de banque, on peut pas s'arrêter et dire non voilà, on va prendre le temps d'ouvrir le coffre, on n'a pas le temps en fait. Donc il faut trouver, on a un petit peu d'urgence, et ben on y arrive. Non, moi j'ai jamais eu il n'y a pas de tension généralement sur les tournages, les miens. Et non, si. Sur toi? Ah non, jamais. Mais parce que je travaille pas bien comme ça, c'est pas mon confort de travail. Mais ça s'accompagne, c'est vachement dur. C'est comme accompagner quelqu'un qui doit se jeter de la falaise. Il faut
il faut être sympa avec quelqu'un qui se jette de la falaise pour soi. Donc voilà, c'est beaucoup de... Puis il faut s'adapter, tous les acteurs n'ont pas le même confort de jeu, n'ont pas besoin des mêmes choses, il y en a qui ont envie qu'on leur foute un peu la paix, il y en a qui ont envie qu'on les soit très 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 auprès d'eux. Moi j'essaye de m'adapter, mais je leur demande un effort d'adaptation aussi, puisque comme je leur laisse pas le choix des mots, je leur laisse pas le choix des mots, je leur laisse pratiquement pas le choix de la ponctuation non plus. Quand j'ai mis une virgule, souvent j'aime bien qu'on fasse la virgule. Mais je prends que des acteurs qui sont capables de répondre à ça. Il y a des acteurs qui ne sont pas capables, et c'est des grands acteurs. Ils n'ont pas cette maîtrise du texte et ça. Si je leur dis c'est super, mais plutôt un point d'exclamation, ils vont être largués et je comprends. Donc moi je prends soin quand même de prendre que des acteurs qui vont pas être perdus comme ça. Et le tournage, pour le coup, c'est le seul moment où Hugo est présent, au déjeuner par exemple, mais qui n'intervient pas. Voilà, autant il est très interventionniste sur le développement de l'écriture. Puis le montage, c'est vrai que le tournage, c'est traditionnellement pas... Oui, pourquoi là, à ce moment-là, c'est le contact avec les agents, j'imagine. Pour les comédiens, vous les contactez pas directement sur les comédiens? Oui, avec le contact avec les comédiens, pour le producteur. Ça dépend, moi je suis très proche de beaucoup de comédiens, du coup, et très proche aussi de certains agents, pas tous, mais c'était quoi la question? Moi j'avais pas ça sur le tournage. Sur le tournage, oui. Ouais. Non, moi le tournage, c'est vrai que moi ce que j'aime, c'est justement le développement, l'écriture, la préparation, le choix des chefs de poste, le choix du casting. Moi, le casting est quelque chose qui m'amuse énormément. Et de laisser, en fait, pour moi, le tournage, c'est vraiment le moment de la réalisatrice, vraiment le moment du réalisateur. Et je vais venir, à part, évidemment, il y a des gros problèmes parfois à gérer, des problèmes à gérer, mais je veux dire, c'est que je vais plutôt venir kiffer, regarder les rushs, emmener les acteurs et Jeanne dîner, passer un bon moment. Mais c'est vrai que pour moi, le tournage, c'est plus mon moment. Moi, je reviens sur la post-prod, sur le montage, sur la sortie du film, Mais est-ce que vous vous adressez aux acteurs? En fait, c'était ça ma question sur le tournage. Oui, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un échange avec eux encore à ce moment-là ou pas? Ou pas du tout? Ouais, sur le jeu. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, vous producteurs? Moi, j'ai une telle confiance dans les réalisatrices ou réalisateurs avec qui je travaille que voilà, moi, par contre, c'est vrai que moi, je suis très proche, par exemple, sur le film de Jeanne, je suis ami de Gilles, ami de Leïla, ami d'Adèle. Donc, du coup, mais moi, ça m'arrive souvent que, par exemple, là, Adèle, je produis, elle joue dans L'Amourouf, le film de Gilles, et 2-3 fois, elle vient me voir, elle me dit, mais tu vois, par rapport à mon personnage, je dis, non, mais laisse-moi tranquille, va parler à Gilles. Voilà, non, vous avez vu, je les réaiguille vers le réalisateur, et s'il y a un vrai doute, ou si parfois aussi, ça arrive que l'acteur et le réalisateur ne sont pas d'accord, n'ont pas la même vision. Après, sur le cinéma de Jeanne, c'est qu'à l'inverse d'autres projets, c'est qu'il y a une telle recherche sur ces personnages, sur la reine, que c'est peut-être un rapport différent. C'est qu'ils sont plus guidés par Jeanne, et souvent, et c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis des comédiens, on est venu te chercher parce que tu es un grand comédien, on est venu te chercher parce que tu es une grande comédienne. Par contre, en fait, ce que tu dois jouer, c'est écrit au scénario. Je veux dire, c'est ça aussi, on vient chercher leur interprétation, leur sensibilité, mais pas leur réflexion sur comment ça va se passer, la justice restaurative, parce qu'ils n'en savent rien. Et ça, c'est Jeanne qui est là, justement, pour les guider. Il n'y a jamais de moment où on vous appelle au secours, ou des moments où il y a des montants, quand même. Non, bien sûr, mais moi, ça, c'est parce que ça, c'est des projets, quand on est jeune producteur, moi, ça m'est arrivé on donne des noms? Non. Oui. Sarah Forestier. Alors. non, mais je veux dire, c'est qu'il y a des projets où tu as. Moi, on a une telle chance de produire, en tout cas pour moi, de produire des films, une telle chance que ce qui me parle, ce qui me touche, en fait, pour l'instant, j'ai réussi à les financer. Et c'est vrai que parfois, on pense que on est un binôme avec un réal. Et d'un seul coup, très vite, on se rend compte qu'en fait, non, en fait, c'est pas du tout une fête. La fabrication n'est pas est douloureuse. Et moi, je déteste ça. C'est que le cinéma, évidemment, on a énormément de chance. Après, c'est pas parce qu'on a cette chance qu'en fait, on ne crée pas parfois dans la difficulté, que ce soit l'écriture, que ce soit le développement, que ce soit le tournage. Mais si d'un seul coup, c'est pas le film qui gagne et que les rapports, en fait, voilà, j'ai dit Sarah Forestier parce que c'est vrai, en même temps, c'est que c'est un projet. Elle était réalisatrice, actrice.
ça. Ndem, ça a été le projet le plus compliqué de ma jeune carrière. Et en même temps, si je devais le refaire, je le referais parce que je me suis jamais senti, alors que c'était mon 4e film, c'était pas mon premier, je me suis vraiment senti producteur au lendemain de cette production, parce que ça a été un enfer humain pendant 5 ans, et je n'ai pris aucun plaisir. Et voilà, maintenant aujourd'hui, j'essaye de me dire, avec cette femme, avec cet homme, on va cette réalisatrice, on va partir peut-être à la guerre. Mais en fait, voilà, on va s'épauler, on va être ensemble, on va être une équipe. Et souvent, les projets que j'arrête, parce que j'avais commencé par ça en disant parfois quand on n'a pas le même film ou pas la même vision de travailler. Moi, je sais que moi, je peux. Ça peut être la guerre sur le tournage aussi. Ouais, non, mais moi, j'aime. Mais oui, ça arrive. J'aime quand c'est joyeux, moi. Mais vous tenez dans ces cas-là, vous faites quoi? Comment vous intervenez? Mais par exemple, c'est ça, c'est que moi, je trouve que le producteur, à part. Parce que moi, il y a des producteurs qui ont ce besoin, et des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont ce besoin que le producteur ou la productrice soit tous les jours sur le tournage, derrière le combo. Mais moi, en fait, ça, j'appelle ça une co-réalisation. Et que si j'ai envie de réaliser, ben, j'irai réaliser mon film. Mais je veux dire, c'est que moi, je fais confiance en quelqu'un, mais je peux l'aiguiller si d'un seul coup, je vois des rushs et que j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui se passe pas bien, d'essayer de rattraper les choses. Si d'un seul coup, il y a des comédiens qui doutent, de les rassurer. Voilà, il y a un travail d'accompagnement, mais... Et en ça, tu ressembles pas du tout à Alain, qui coproduit donc tous les films avec nous, qui lui, moi je le frustre un petit peu. Lui, je l'ai vu sur Elle l'adore et il serait bienvenu à côté de moi, derrière le combo, et il fait des réflexions, il dit « Ah ça, oui, ça peut-être plus comme ça ». Et alors ça, moi, ça ne me convient pas du tout. Donc assez vite, après Elle l'adore, où il a même eu une intervention qui était pas très heureuse, je trouve, auprès d'un acteur. Voilà, ça s'est plus jamais reproduit parce que moi, c'est pas du tout mon confort. Pour le coup, moi, je trouve ça super que Hugo ou Alain viennent sur le tournage, mais essentiellement pour déjeuner, quoi. Vraiment. Sinon, non, mais ça m'embrouille. J'ai pas du tout envie d'avoir. Attends, est-ce que tu penses pas peut-être il pourrait le refaire un peu plus comme ci ou comme ça. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Que fais-tu? Allez, arrête maintenant. Prends des cafés. Donc voilà, moi ça me convient pas. Mais je pense qu'effectivement, il y a des réals qui aiment beaucoup ça. Ouais. J'ai envie de dire chacun son métier aussi, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on doute beaucoup. En fait, la solitude du metteur en scène, elle est très grande sur un plateau. On est à la fois super entouré et assez seul, en fait. Moi, c'est pas une solitude qui me convient pas. J'aime bien ça. Mais c'est beaucoup de pression. Donc c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de réals qui ont comme ça 1 ou 2 personnes sur le tournage qui sont comme un œil extérieur de leur travail, qui viennent valider, qui viennent machin. Moi, je peux pas. Que la création collective, là-dessus, moi j'ai besoin qu'il y ait un chef, soit je suis le soldat, soit c'est moi le chef, mais voilà. Bonjour. Et merci beaucoup pour cette intervention super intéressante. Tout d'abord, merci pour le film Je verrai toujours vos visages. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de remettre le scénario et les dialogues vraiment au centre. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Reality, le film là qui était c'est la même chose, c'est une sorte de huis clos basé vraiment sur les dialogues, et je trouve ça fort de remettre, qu'il y ait plus de films comme ça basés sur la force du scénario pur. Donc merci. Merci beaucoup. Ah non, vraiment, c'était, voilà, gratuit. Et alors j'ai juste une question après pour vous deux, et principalement après pour Hugo, parce que moi j'ai vu des films que vous produisez, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi un suivi vraiment des cinéastes et des comédiens et comédiennes qui reviennent régulièrement, et du coup, question un peu basique, mais qu'est-ce qui vous touche au premier abord pour retravailler avec une cinéaste ou un cinéaste et une comédienne ou un comédien, et créer comme ça une sorte de famille, quoi. Finalement, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de groupe. Moi, c'est une des choses qui me rend le plus fier. C'est vrai qu'il y a pas mal de producteurs où quand tu regardes leur CV, tu vois qu'ils ont produit des bons films ou des bons réalisateurs, des bonnes réalisatrices, mais ils en ont fait qu'un de ce réal. Donc du coup, de moins d'avoir fait les 3 films de Jeanne avec Alain,
les 2 Jill, j'en ai déjà fait 2 avec Cédric, ça c'était 3 avec Quentin Dupieux, ça c'est génial. Moi de toute façon c'est quelque chose aussi dans la relation avec Jeanne, c'est que je pense qu'aussi être un bon producteur, c'est prendre des risques avec sa réal, par exemple sur Elle l'adore, de dire semaine après semaine non mais cette scène par exemple, ça pas un exemple, c'est il faut la couper, il faut la réduire au montage, et d'un seul coup tu fais prendre des risques artistiques en fait à ta réalisatrice avec une vision, et tu la convaincs, et parfois tu as raison, parfois tu as tort, et ça on le saura qu'à la fin en fait, on dira, et c'est notre grande blague, disons, ça se trouve, cette scène que tu m'avais demandé de la couper, si je l'avais coupée, le film aurait été moins bien, et inversement, parfois on a le sentiment que Jeanne peut me dire t'avais peut-être raison en fait sur cette scène, et c'est de créer aussi une relation de confiance et d'accompagnement en fait. Moi ça c'est et plus t'en fais, plus tu enchaînes les films, et plus tu crées cette relation. Donc moi c'est quelque chose que j'adore. Sur les comédiens, pareil. Après souvent on me dit tu travailles tout le temps avec les mêmes comédiens, mais je travaille avec les meilleurs. Donc en fait c'est ça. Non mais je veux dire, c'est que pour moi c'est pas quelque chose. Les gens essayent de me toucher parfois en me disant, il y a eu même un article en disant que je travaillais trop avec les mêmes comédiens. On parle d'Adèle Exarchopoulos, on parle de Françoise Civil, on parle de Gilles Lelouch. Donc du coup moi je me sens pas attaqué. Et ce que j'adore, parce qu'ils sont pour moi des immenses comédiens, et il y a des nouveaux rentrants en plus, là, et c'est ça qui est génial. Et par exemple, sur le film de Quentin Dupieux, Mandibule, quand je parle à Quentin d'Adèle, il explose de rire, il me dit mais tu dis n'importe quoi. Je dis non, fais-moi confiance, elle peut tout jouer, elle peut tout jouer. Il dit si elle accepte de faire un casting, et je dis bien sûr qu'elle va accepter de faire un casting. Je ne l'avais pas encore demandé. Quand je l'appelle, je dis tu passes un casting, et en plus elle m'a dit oui tout de suite. Et d'un seul coup, Quentin m'appelle, il me dit mais tu avais raison à 100 000%. C'est d'un seul coup aussi, c'est que quand tu as travaillé avec quelqu'un, surtout Adèle, ça m'a fait ça, d'avoir une conviction et d'essayer de mélanger un petit peu cette famille. Je ne sais pas si c'est la grande famille du cinéma, mais en tout cas plein de petites familles. Et c'est joyeux en plus quand d'un seul coup, il vient ce soir Jonathan Cohen, nous on est potes avec Leïla, on est potes avec Adèle, et d'un seul coup, c'est du moment quand putain quel kiff quand même, on est potes, on a de la chance, on nous laisse faire des films ensemble, on nous laisse les financer, en plus souvent pour l'instant on touche du bois, ça marche. Putain, c'est un kiff hein. Donc, mais en même temps, Hugo, je vous interromps, mais les familles, vous avez construit des familles, c'est pas facile non plus. Les familles, c'est un endroit aussi où il y a des clashs, où il se passe des choses compliquées. Jeanne parlait du lien. À quel moment, et peut-être une question un peu compliquée, mais est-ce qu'il y a des moments où vous cédez? Parce que c'est vrai que parfois, un producteur et un réalisateur peuvent faire un très bon film ensemble, mais ça s'est tellement mal passé qu'ils n'en referont pas un autre ensemble. Et ça arrive souvent, en fait. C'est des choses qui, à un moment donné, un lien s'épuise comme ça. Comment vous privilégiez le lien finalement au fond? Est-ce que vous allez céder peut-être professionnellement, artistiquement sur des choix en vous disant non mais moi j'ai envie de continuer avec lui, je vais pas me fâcher ou avec elle, je vais pas me fâcher là-dessus? Comment ça se passe ça? Parce que c'est pas facile de maintenir un lien. Ça c'est très fort aussi. Mais en restant fidèle à la relation amicale ou artistique que tu as avec cette personne, c'est que moi je suis prêt à perdre un réalisateur ou une réalisatrice si le projet si je suis pas convaincu par son... Mais même si c'est un ami, parce qu'à un moment donné, il y a pour un rôle où on est obligé de dire non. Enfin, effectivement, Adèle, c'est une très bonne idée, mais à un moment donné, peut-être Adèle peut avoir besoin d'un autre rôle, et il va falloir lui dire non à ce moment-là. Est-ce que ça c'est pas simple non plus, j'imagine? Mais après, ils connaissent aussi le métier, et d'un seul coup aussi, c'est que c'est aussi la force aussi de... Par exemple, pour parler d'Adèle, c'est que sur Mandibule, elle avait très envie de le faire. Quentin, lui, au début, ne voulait pas qu'elle passe le casting. Elle le fait. Elle passe le casting, elle est folle de joie, elle est prise. Et d'un seul coup, moi, je la rappelle 3 semaines après, je dis sur Bacnan, j'ai besoin de toi. Elle me dit c'est quoi? Je dis c'est 3 jours de tournage. Elle me dit ah non, t'es lourd et tout, c'est pour faire quoi? Et je dis non, mais j'ai besoin, en fait, pour que le film soit réussi, j'ai besoin que ce second rôle, en fait, pour apporter de l'émotion en fait, à Karim, au personnage de Karim Leclou, j'ai besoin d'une immense comédienne, 3 jours. Et elle n'en est plus là, en tout cas ce personnage, d'un seul coup elle vient. Et voilà, c'est aussi ça, c'est que parfois on cède, parfois moi je l'appuie, parfois elle va venir faire quelque chose où sur le papier peut-être elle en a moins besoin. Et même en plus, elle me l'a dit la dernière fois, elle m'a dit que c'était un rôle, on lui en parlait souvent de ce rôle. Mais oui, et parfois il y a des copains qui aimeraient bien avoir
un rôle que j'ai proposé à quelqu'un d'autre. Après, ça c'est le métier du marché. Comme moi, un réalisateur que j'aime et qui va proposer à quelqu'un d'autre son projet. Voilà, c'est que il y a 1000 producteurs, 1000 réals, 1000 comédiens. Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'aime bien bosser avec des gens aussi où humainement on s'entend bien. Et après, il y a plein de nouveaux arrivants. Là, moi, j'avais jamais travaillé avec Vincent Lacoste. Je vais faire 2 films avec lui. Après, il y a des rencontres. Moi, je sais pas si vous voyez qui c'est, Raphaël Quenard, qui est dans Le Chien de la Casse. Ouais. Formidable. Dans Je vais toujours au visage, qui fait la scène évidemment finale. Mais c'est déjà mon 7e. J'ai fait 7 films avec lui alors qu'on s'est rencontrés en 2019 parce que tout de suite je me suis dit putain, il est fort. En fait, d'un seul coup, t'as envie de retravailler avec lui, c'est juste ça. Hein. C'est que ça m'est jamais arrivé encore. En tout cas, c'est pas ma démarche d'avoir un acteur ou une actrice proche qui est nul et de leur donner plein de rôles. C'est qu'à chaque fois, en fait, c'est qu'on me dit de travailler avec les mêmes. Et c'est souvent en fait parce que c'est des très très bons comédiens. Et ils ont des exigences, les comédiens, pas facile à dire. Ils ont parfois des exigences un peu particulières. Là, comment vous négociez avec eux là-dessus? Est-ce que vous êtes assez coulant? Vous cédez à tout? Moi, j'ai des ça se acteurs. passe Les proches sont déjà des acteurs plutôt autour de nous simples. Après, je travaille aussi avec des acteurs qui sont plus compliqués. Ça arrive. Évidemment, ça arrive. Mais je ne vais pas travailler avec un acteur ou une actrice compliquée. Il y en a. Je pense ça. Mais en fait, qui est un génie pour moi. Donc, du coup, moi, je suis prêt à accepter des choses. Une organisation différente. Un acteur qui connaît moins son texte. Si ça convient au réalisateur. C'est que je sais que Jeanne, il y a certains comédiens avec qui moi je peux travailler, avec qui je prends un plaisir dingue. Pour leur folie, pour leur talent, pour leur interprétation. Mais la manière avec lesquels ils travaillent, je sais que c'est pour l'instant pas compatible avec Jeanne. Et ça va être compatible pour... par exemple, j'ai produit un film en Algérie qui s'appelle Omar la Fraise. Je ne sais pas de nom, mais c'est un acteur dont je suis fan. Mais je sais qu'il n'est pas compatible avec tout le monde. Mais, donc, du coup, voilà, c'est essayer de faire des bons mariages. Aussi, il y a 2 acteurs dans Omar la Fraise, je connais. Mais oui, donc c'est Magimel. Voilà. mais voilà, moi, qui est extraordinaire. Qui est un génie. C'est un génie, mais c'est vrai que pour Jeanne, c'est que Benoît, c'est quelqu'un qui aime comprendre le sens de la scène et faire sa scène après. En fait, c'est vraiment, c'est que... mais parce que d'un seul coup, sur Omar la Fraise, par exemple, c'est que c'est filmé en plus, vous oubliez, j'allais me lâcher, mais mais c'est vrai que pour moi, toutes les meilleures scènes, allez, pas toutes, mais énormément des meilleures scènes, en tout cas pour moi, sont celles de Benoît, et il y avait un sens, mais elles appartiennent à 99% à son interprétation. Mais je sais que d'un seul coup, si on avait donné, si j'avais présenté Benoît à Jeanne, où c'est c'est 2 ans de recherche sur la justice restaurative, c'est des pavés, des monologues, et d'un seul coup, s'il a dit non, j'ai compris le sens de la justice, mais moi je vais faire. Je sais que c'est pas compatible en fait. Voilà. Oui, non, mais c'est important, ça, effectivement. Oui. C'est ça, tout est là, la subtilité de ce métier. Et après, comme nous tous, comme dans la vie, pour revenir sur Quentin Dupieux, c'est que Quentin, en fait, il avait vu Adèle dans la vie d'Adèle. Et pour lui, il l'avait mis dans une case. Et c'était impossible de l'imaginer dans la comédie. Alors voilà, c'est parfois aussi c'est forcé, parce que Adèle est quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un qui connaît son texte par cœur, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà, qui n'est pas du tout dans ce côté, ce qu'on pouvait penser, la vie d'Adèle, de Keshish a mis une caméra sur elle, et c'était sa personnalité. Non, c'était beaucoup de travail. Donc tu sais que c'est comme quand tu as des amis et que tu présentes une copine à un copain, une copine à une copine, et d'un seul coup tu dis, oh, est-ce que ça peut matcher? Et c'est pareil sur avec les réels et les acteurs. Vous avez fait le conservatoire, vous connaissez particulièrement bien ce métier, les acteurs. Jeanne, vous privilégiez aussi la personnalité de l'acteur avec lequel vous allez travailler. Ça joue aussi, au-delà de son talent, au-delà de l'adéquation avec le rôle, le fait aussi que sa manière de travailler, tout ça va faire partie du choix. Oui, c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, je ne pourrais pas confronter à ma façon de travailler tous les acteurs.
Et c'est vrai que j'ai besoin quand même d'un peu de maîtrise et d'abandon aussi. C'est ça qui est dur dans le métier des acteurs. J'ai besoin qu'il y ait de la maîtrise et de l'abandon. J'ai du mal avec les relous en fait. Non, mais en plus, je viens d'une famille d'artistes où la posture ne fait pas partie des choses qu'on a le droit de faire en fait. La posture de l'artiste, la posture de dire je crée, donc j'ai quand même le droit d'être un peu capricieux et de me rouler par terre en disant je crée. Non, bon voilà, les deux ils étaient quand même plutôt simples, que ce soit mon père ou ma mère. On n'a pas ce truc, moi j'ai besoin de m'adresser avec des comédiens avec qui on peut travailler, c'est une grande collaboration que j'adore en plus qui me fait un plaisir fou. J'essaie d'éviter au maximum les comportements ou les névroses que je ne saurais pas gérer. Après, les comédiens sont des gens souvent très sensibles et peu sûrs d'eux. On les met dans une situation qui est fragilisante. Donc évidemment qu'il y a de la fragilité, il y a des névroses, il faut rassurer beaucoup. Moi je suis très maternante, je comprends très très bien la fragilité. La relouterie, je vais l'accepter un temps et à un moment donné ça va me saouler. Donc je me protège en fait. Peut-être une des dernières questions parce que je vois que le temps passe. Oui. Bonjour, merci pour cette conversation. Les sujets que vous touchez, c'est toujours des sujets de société, etc. Et je me demandais qu'est-ce qui faisait que vous choisissiez plutôt la fiction que le documentaire pour ce genre de sujet. Parce que dans le documentaire, il manque... D'abord, je ne suis pas documentariste, c'est un métier. Il manque les deux choses que j'aime le plus au monde, à savoir des dialogues et des acteurs. Donc ça ne m'intéresse pas, moi, de faire du documentaire, peut-être un jour. Je pense que j'ai vraiment beaucoup plus de liberté en tant que réalisatrice de fiction que de réalisatrice de documentaire. Je ne pense pas que imaginons, prenons le dernier film, qu'on m'ait autorisé, ce qui est a priori pas possible, mais qu'on m'ait autorisé d'aller filmer ces rencontres entre des détenus et des victimes dans une prison et que j'ai pu, avec des caméras, capter ce qui se passait au sein de ces échanges. Jamais je n'aurais osé m'approcher aussi près d'un visage. Jamais je n'aurais, pu... je pense que je n'aurais pas eu l'impudeur d'aller filmer des gens qui vivent des choses aussi fortes émotionnellement. Moi, ce n'est pas mon confort. Et surtout, c'est pas mon kiff. Moi, j'aime les acteurs, les textes, j'aime la fiction. Alors, quand on me parle de la dimension ultra-documentaire de mes films, je la réfute parce que pour moi, ce n'est pas vrai. Par contre, c'est ultra documenté, ça c'est vrai. Mais le documentaire, c'est justement pas ça. Nous, on ne fait que recréer, on crée des choses, on refait jaillir de la vérité alors que c'est pas le réel. On tourne dans une prison au début qui est une vraie prison, mais l'ensemble des échanges du cercle sont filmés dans un studio en reconstitution. On a inventé de toutes parts ce décor avec un chef déco, on a choisi les couleurs, on a choisi... Voilà. Donc en fait, c'est un travail, mais je le prends comme un compliment parce que je me dis que les gens se disent donc ça sonne vrai, puisqu'ils me disent que ça a l'air d'être du documentaire. Mais si ça sonne vrai, c'est parce que c'est les gens de cinéma qui ont bien travaillé. Pour rendre ça juste et vrai et pas forcément réaliste. En fait, moi je fais parler les gens, mais les gens ils parlent pas comme ça dans la vie. Hein. C'est pas vrai. On passe notre temps à hésiter, à se répéter, à utiliser 4 fois les mêmes mots et machin. Donc c'est une partition qui est très écrite et donc voilà pourquoi je ne choisis pas le documentaire, parce que moi mon grand kiff c'est de faire du cinéma et de travailler avec des acteurs. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions. Pour ceux qui ressentent de l'émotion en regardant ces films, je pense que c'est aussi parce que c'est pas vrai, parce que c'est des acteurs. Parce qu'on se laisse faire. On se laisse plus faire que si c'était des gens du réel à qui il arrivait ça, cette souffrance-là. Bien sûr qu'on peut être très ému devant des documentaires, c'est bouleversant les documentaires. Mais là, je pense qu'il y a un lâcher-prise, parce que cette convention qu'on accepte tout de suite de dire c'est des acteurs en fait, c'est Gilles Lelouch, il n'est pas carrossier. Hein. Mais si ça sonne juste, si ça sonne vrai, on rentre dans l'histoire de cette personne et cette micro-distance, elle permet beaucoup d'émotions, je crois, moi. Alors, une dernière question. Vous avez un projet à venir déjà ou pas, juste après la... Non, j'ai pas de projet précis. Pour le moment, je cherche. Hugo, vous vouliez ajouter quelque chose? Ah non.
Ah non, je voulais appeler, je voyais que vous avez... Ah, c'était pour donner le micro, d'accord. Alors moi, c'est une question par rapport à vos métiers. Est-ce que ça a été une évidence dès le début d'être producteur et réalisatrice? Et comment ça a été au début, en tant que jeune producteur et jeune réalisatrice, d'être pris au sérieux dans le milieu du cinéma? Moi, ça a été une évidence. C'est jeune. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un père réalisateur, plus à la télé, et une mère monteuse. Donc, du coup, j'étais connecté quand même au milieu. Et mon beau-père aussi, qui est réalisateur, avait un producteur, mais je sais pas, Charles Gassot. Je pense pas que ça vous parlait, mais qui était petit. Ouais, qui était un immense, enfin il n'est pas mort, mais un immense, il ne travaille plus, mais un immense producteur. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, en fait, je le regardais toujours un petit peu de loin, et j'ai fait ce stage d'une semaine en troisième chez lui, et après en seconde et en première, j'avais eu, il m'avait pris au mois de juillet. Donc du coup, voilà, moi j'ai trouvé que sur la production, il y avait quelque chose qui m'a tout de suite plu. Moi, j'ai aucune vérité vraiment sur l'écriture, sur la réalisation. Mais quand je le regardais, en fait, d'être du début à la fin, en fait, moi c'est ça qui m'avait vraiment plu, en fait, dans la production, c'est que vraiment le début de l'histoire, les prémices des 3 premières lignes d'un sujet, jusqu'au moment du choix de l'affiche, de la bande-annonce, en passant par le choix du casting, et de voir toutes ces étapes. Et aussi, moi, en tout cas pour la production, quelque chose qui me plaisait, de pouvoir avoir plusieurs projets en même temps. Plusieurs personnalités, plusieurs sujets différents. Il y avait quelque chose qui me plaisait énormément dans la production, et on m'a pris au sérieux, pas tout de suite, parce qu'au début j'étais stagiaire café. Moi je viens de la prod exé, vraiment du terrain. Moi c'est comme ça, parce que Charles Gassot m'avait dit il y a 2 profils aujourd'hui de producteurs. Il y a ceux qui font HEC et ceux qui connaissent le terrain. Vu ton profil, j'ai pas le bac, moi. Il dit, voilà, tu seras plus sur le terrain. Et donc j'ai enchaîné les stages. J'ai eu cette chance de pouvoir enchaîner les stages pendant 2 ans, de 17 à 19 ans, où j'ai fait des stages. J'ai enchaîné des stages mise en scène, régie, jusqu'au jour où je suis arrivé chez Alain Attal en tant que stagiaire café. Et donc du coup, non, j'ai pas eu on m'a pas pris au sérieux. Par contre, je pense qu'on a pris au sérieux mon désir. Ce qui est assez rare chez les jeunes, c'est que souvent, en fait, ils veulent... Maintenant, peut-être que ça change, mais je veux dire, c'est qu'en tout cas, à mon époque, il y a 20 ans déjà, on avait déjà plus d'être réalisateur, d'être acteur, et souvent, en fait, après ce désir, certains devenaient producteurs. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance de vouloir, et souvent les gens me disent, putain, ça a été super vite pour toi. Mais c'est vrai que ça a été, je pense, un accélérateur, de savoir ce que je voulais faire dès le départ, je pense, et de ne pas essayer plusieurs corps de métier. Ouais, je pense que ça a été une vraie chance. Et j'insiste, c'est vrai ce que tu disais, je voulais le dire, mais pour ceux qui veulent être producteurs et tout ça, productrices, vraiment un des atouts... vraiment une qualité extraordinaire d'Hugo qui fait que c'est pas facile, je pense, d'être produit par d'autres personnes quand on a été produit par Hugo, mais c'est pas mon intention. C'est que c'est cette façon de suivre le projet avec la même intensité, la même attention, le même désir, la même fougue. Du début, effectivement, des 3 premières lignes, ou du premier rendez-vous au café jusqu'à la sortie du film, le choix des affiches, faire, refaire, on n'est pas content, je trouve ça nul, et puis après de dire extraordinaire cette affiche, voilà, refaire faire les choses car elles sont pas abouties parce qu'on considère qu'elles sont pas assez bonnes, suivre, lâcher personne, lâcher aucune équipe, lâcher rien lâcher, vraiment, ça fait très Top Chef de dire ça, tout donner, rien lâcher, mais c'est pas faux. Et c'est vrai que du coup, il y a une niaque pour dire on veut que l'affiche nous plaise, on veut que la date de sortie soit la bonne, il n'y a rien qui est lâché, en tout cas sans s'être battu avant pour que ça soit le mieux possible. Et parfois le mieux n'est pas formidable, mais c'est le mieux qu'on ait pu faire. Voilà. Continuez à ne rien lâcher, Jeanne et Hugo. Dora dans 2. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour vos questions. Et à vous, merci.